Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. C'est ça. The Power of Love. Yeah. Pas de Céline Dion, bien sûr, celle de Huey Lewis and the News. Chanson immortellement associée au film Retour à le futur. Oui. Que l'on dit avec un accent français, puisque c'était l'époque des traductions françaises. Oui. Et ça nous faisait rire parce qu'on disait que ton livre, ça s'appelait L'homme du futur de Michel Renard. C'est le pied, comme dirait Marty. Mais non, Alors, c'est Future Boy, Michael J. Fox. Oui. Un livre où il revient sur ce grand classique Retour vers le futur. Oui, ben il revient pour le 40e anniversaire du film. C'était le 40e anniversaire. On est donc bien rendu. L'an passé, c'est ça, c'est sorti à l'automne, là, à la mi-octobre. Puis c'est sorti au Québec, en francophonie. Autour, nous autres, c'était le 9 février, si je me rappelle bien. Donc, c'est arrivé un petit peu plus tard, traduit. La traduction est intéressante. On peut y donner plein de fleurs parce que on reconnaît vraiment la traduction du film aussi. Fait que je pense qu'il y a ça, mais c'est très franco-français, là. C'est franchouillard. French, ouais. Parce que, on voulait conserver la dynamique du film et dedans, c'est la même, là. C'est la même. Pour nous, quand on pense à 1985, peut-être que, là, Brian, Annie, on se dit, c'est les coupes Longueuil, les synthétiseurs, les Walkman. Billy Idol. Fait qu'il faut se ramener à ça parce qu'aux États-Unis, c'est pas tout à fait. Mais c'est quand même ça aussi. Hein. Alors, on revient dans ces mêmes éléments-là. Là. C'est sûr qu'ils n'auront pas Patty Gallant, puis ils n'auront pas. Qu'on avait, qui avait pas. Brian, qui on avait en 85, les États-Unis n'avaient pas. Martine Chevrier. Ah, parfait, merci. Fait que, dans le livre, on remonte dans le temps, sans plutonium, je vous dirais, sans convecteur temporel. Vous rappelez-vous de tout ça dans le film? Grâce au livre qui s'appelle pas juste Future Boy, puis là je vais peut-être le dire Future Boy là, à la française aussi parce que ça, Future, ça va finir par me tanner. C'est Retour vers le futur et mon voyage à travers le continuum espace-temps. C'est le sous-titre de ça. C'est signé par Michael J. Fox lui-même, puis par son associé, en fait, depuis 30 ans de longue date, Neil Fortenberry, qui l'a appuyé dans sa fondation aussi de lutte contre la maladie de Parkinson. Donc avec elle, ils ont coécrit ce livre-là très, très intéressant. Un livre qui raconte comment, dans une seule année, un jeune acteur a réussi vraiment à vivre un exploit de 2 vies parallèles. Parce que c'était pas gagné, je vais vous en donner plus de détails dans le cours de ma chronique, là, mais c'est un exploit incroyable. Moi, je pense pas d'avoir été capable de faire ça. C'est ça. Et en plus, c'était le début de changement dans la culture pop parce que à partir de là, la machine a voyagé dans le temps, la DeLorean et toutes les expressions de Retour vers le futur et des suites. Il va y avoir 2 autres suites, on se rappelle. Ça va devenir un incontournable. Donc, une année charnière, 85, alors que tout va bien pour Michael J. Fox, pour lui, dans une série à laquelle il participe qui s'appelle Sacrée Famille, qui est pas vraiment connue au Québec, où il joue un rôle d'un autre adolescent, mais je vous en reparle dans pas très long. Et là, la production du prochain film, Retour vers le futur, c'est les gens de Universal, dont Robert Gale et Robert Zemeckis, viennent voir les gens de Paramount qui produisaient Sacrée Famille pour négocier le prêt de Michael. En fait, Michael, c'est celui qui était pressenti dès le départ par les auteurs pour tenir le rôle de Marty McFly. Mais Paramount accepte pas. Ça se fait pas. Ils ont trop de jours de tournage encore pour Sacrée Famille. Puis là, c'est encore la lutte aussi entre le monde de la télé et le monde du cinéma. Puis là, de venir nous chercher, Universal n'aura pas d'autre choix que de se tourner vers des auditions. Puis on va embaucher Eric Stoltz. Eric Stoltz, tu me disais qu'on le connaissait plus pour Le Masque par la suite. On le connaît pour plein de choses, mais je disais dans ces années-là, il a dû s'en remettre parce qu'il a fait The Mask avec Cher. Et il a joué dans Pulp Fiction aussi. Pulp Fiction. Ouais. Alors, le tournage va commencer avec Eric Stoltz. Plusieurs semaines de tournage étaient déjà complétées quand l'équipe va voir que, la chimie ne fonctionne pas. Ça marche pas. Il était plus sombre, ça amenait moins de dynamique, c'était bon. Alors, on est obligé de rappeler Michael J. Fox en urgence. Puis là, même si contractuellement engagé, là, on négocie fort. Puis là, on finit par convaincre Paramount de sa capacité à Michael J. Fox à tenir les 2 emplois en même temps. Ça fait que là, pendant 40 semaines, il va mener 2 carrières en parallèle. Le jour, il incarne Alex P. Keaton. Il fait il passe... Le script est sur le pas de sa porte à 7 heures.
il se réveille, ou des fois, il est réveillé par des gens qui viennent le réveiller. Et là, il doit apprendre tout ça. Il s'en va au studio, fait toutes les pratiques. Pratique, c'est 5 jours de pratique pour enregistrer le vendredi. Donc, dans le jour, il incarne Alex P. Keaton dans Sacré Famille. Puis la nuit, là, à partir de 10h, 11h, il devient Marty McFly. Pour avoir réécouté le film hier, on voit qu'il y a beaucoup de prises de vue dans la nuit. Une chance, ça doit l'avoir aidé, c'est ça. Donc, il devient un adolescent, propulsé dans le passé au volant de la DeLorean. Puis dans un étrange film de science-fiction à ce moment-là, parce qu'on fondait beaucoup d'espoir, mais les films de science-fiction qui abordaient le retour vers le futur n'étaient plus de mode du tout, qu'on dit dans le livre. Et on se dit, est-ce que ça va valoir la peine, ce film-là? Fait que moi qui est un grand fan, c'est sûr qu'à chaque fois que je dis ça, je le dis avec passion, là, parce que là, ça évoque toutes sortes d'images, puis mon enfance, évidemment. Donc là, je reviens à Michael J. Fox. Là, il fait ses 2 tournages, puis à chaque fois, il traverse Los Angeles. Il doit subir toutes les transformations. C'est une métamorphose entre ces 2 rôles, parce qu'il parle même d'une façon différente de parler. Puis dans le film, en français, on a une voix qui est très, très haute, puis il dit, j'avais une voix plus cassée, puis alors que l'autre était une voix plus posée. Puis là, il se remet dans cette situation-là. Alors, c'est complètement fou. Il dort 3 à 4 heures par nuit. Il se blesse sur le plateau parce qu'il y a des cascades, mais il fait semblant de rien. Retourne jouer pour Sacré Famille dans le jour. C'est des mois frénétiques. Il y a un chapitre là d'ailleurs qui s'appelle « Là où on va, on n'a pas besoin de répétition ». Puis ça, c'est une phrase culte là, dans le film. C'est « Là où on va, on n'a pas besoin de route ». Puis il dit, c'était complètement ça. C'est peu de préparation, mais une forte intensité aussi tout le temps qu'il devait mener. Parce que là, lui, il prouvait qu'il était capable de faire autre chose que de la télé. C'était un gros défi. Puis à 23 ans, en tout cas, moi, j'avais pas cette énergie-là. Il avait 23 ans. Il jouait des rôles d'ado de 16 ans. Mais son faciès allait avec ça. Ça taille. Il a 16 ans, je veux dire, ça fitait. Il mesure 5 pieds 4. Ben oui, mais c'est ça. C'était son avantage pour les rôles qu'il jouait. Fait que tu disais là d'entrée de jeu que c'est un livre nostalgique, mais Future Boy, c'est vraiment pas juste ça. C'est des souvenirs de tournage, c'est aussi le récit de l'acteur qui devient une icône sans s'en rendre compte. Puis là, tous les fans qui viennent le voir, qui sont, je veux dire, amourachés de lui parce que dans Sacré Famille, ça monte en flèche. C'est la popularité. On est dans les meilleures années. Puis là, les jeunes ados veulent le voir même sur le plateau de tournage de Retour vers le futur. Mais tout de suite après Retour vers le futur, qu'est-ce qui se passe? Comment il devient populaire et comment c'est difficile? Ben là, il arrête d'être fauché également. Là. C'est la période de sa vie où il arrête d'avoir seulement 3 t-shirts, qu'il nous dit. Et qui réussit à manger adéquatement parce que, oui, Michael J. Fox dit « J'ai été obligé de me nourrir en allant dans des bennes à ordures derrière des magasins. J'avais rien d'autre que ça. Je mangeais des restants de biscuits et tout ça. » On est plongé dans les coulisses d'Hollywood. Il y a une réflexion aussi très personnelle. On sent qu'on est dans presque le journal intime de Michael J. Fox. Il nous raconte des petites choses, des fois anodines. Tu te dis « OK, j'avais pas besoin de savoir ça, là, la couleur d'été. » Bon. Mais ça, c'est tout, là. Il met pas de fil. Puis il raconte tout ça, la chance qu'il avait, la gratitude qu'il a envers plein de personnes. L'épuisement revient souvent, mais c'est plein d'humour, plein d'autodérision. Fait que j'ai beaucoup aimé ça. Penses-tu que ça a été écrit peut-être un peu trop vite, compte tenu qu'il voulait absolument le sortir pour le 40e du film? Ben, je pense qu'il le dit lui-même vers la fin que c'est ça, il y avait une pression, il fallait que ce soit rapide, il fallait que ce soit quand même bon aussi. Là. On avait une pression que ce soit pas n'importe quoi, mais il était quand même habitué avec sa maison. Il y a une maison d'édition qui avait produit quelques livres de lui, dont une autobiographie auparavant. Donc là, il était habitué à ce style-là, mais effectivement, ça a été très, très rapide. Ça l'a ramené dans le rythme de l'époque. Oui. J'avais une dernière question, puis c'est pour voir jusqu'où ça va dans ce livre-là. Mm-hmm. Parce qu'honnêtement, et je dis ça de façon amicale, quand je pense à Michael J. Fox, je pense toujours à l'acteur Mark Hamill qui a fait Luke Skywalker, à savoir que t'as pas de carrière après parce que t'as eu un gros rôle rapidement, jeune, puis il y a rien après qui peut topper ça. Est-ce que justement là-dedans, dans ces réflexions-là, Michael J. Fox aborde ce genre de thématique-là? Non, parce qu'on le vraiment connaît pas. Juste pour ça. Tu te souviens pas de Doc Hollywood? Non. C'est ça. Il y a eu d'autres succès par la suite, mais c'est vrai que ça a été les 3 plus grands succès de sa vie, là, les Retours vers le futur. Non, il n'en parle pas trop. Il parle vraiment, on est sur le premier film.
On est seulement sur le premier film. Le meilleur. Le meilleur, peut-être. Moi, j'aime bien le 3 aussi. Je l'amène pas mal égal avec le premier, mais bon, c'est ça. Mais il faut se rappeler aussi que Michael J. Fox, depuis, il est atteint de la maladie de Parkinson. Oui, c'est ça. De façon sévère. C'est ça. Donc, c'est sûr que ça n'aide pas à avoir une carrière. Non. Ici, on lisait un peu hier. Ouais. Et il a décliné de poursuivre sa carrière dans les premiers rôles justement à cause de ça, parce que c'est arrivé vite. Il sentait qu'il n'était pas capable, donc il s'est contenté de plus petits rôles par la suite, a moins cherché ça peut-être à cause de la maladie. Donc ça a dû avoir une influence aussi sur la suite de sa carrière, c'est sûr. Ouais. Mais c'est plus quand même des belles histoires du moment. Le choix du costume principal de Marty McFly, comment ça s'est fait rapidement, puis comment ses propres espadrilles Nike avec un swoosh rouge sont devenus emblématiques. Puis c'était les siennes, ces espadrilles-là. Sa petite doudoune orange. Sa doudoune orange, alors que c'était complètement différent de Eric Stoltz qui était tout en noir. Là. C'est bon. On nous parle aussi comment la scène de Johnny B. Goode, lui, il connaissait déjà la guitare. Il y avait un petit groupe. Lui, il vient de Vancouver et il faisait déjà de la guitare. Puis là, d'apprendre tout ça, le moment de la scène de Johnny B. Goode, puis comment ça a pris une place, toute la musique d'Alan Silvestri également, tous les scintillements un peu partout, puis c'est vraiment, ça fait partie du personnage du film. C'est comme un personnage pour le film aussi, un peu comme la musique de John Williams dans les Star Wars. Voilà. Est-ce qu'il parle aussi de ses relations avec Christopher Lloyd, qui joue Doc? Oui, tu fais bien d'en parler parce que, oui, c'est ça. Il dit que ça a été quand même difficile parce que Christopher Lloyd était une personne qui venait du monde du théâtre. Et là, c'était toute la hiérarchie entre lui. Il arrive de la télé, il remplace déjà un acteur de théâtre, Eric Stoltz. C'est pas facile. Mais il disait quand même qu'il était plus à l'aise avec lui qu'avec d'autres personnages. Léa, qui joue sa mère, était plus réticente au départ. Crispin aussi, qui lui se prenait pas pour, c'est ça. Et donc, lui avait plus de difficulté à interagir. C'est le père. Crispin Glover, qui joue le père, George McFly, le père, qui est un personnage en soi, dans sa vraie vie. Oui. Ah bon? Oui, on en parle un peu, comment ça n'a pas été toujours facile. Alors, c'est pas mal ça. Je vous dirais que c'est un bon livre pour les fans comme moi de Retour vers le futur, mais aussi pour ceux qui voudraient découvrir davantage, pour les amateurs de culture pop, parce qu'il fait plein de liens avec la culture pop des années 80, pour ceux qui aiment voir comment naissent des phénomènes de culture, là, des films de ce genre-là. C'est aussi toute la naïveté de Michael J. Fox qui transcende le livre, où il me dit j'avais jamais le temps de réfléchir à ce que je vivais. J'étais pourtant dans un personnage qui était obsédé par le temps, là, tout le temps, mais moi je vivais dans un monde où il n'y avait pas de temps. Je faisais ce qu'on me disait. Puis hier, en regardant le film, parce que c'est ça nous a tenté de regarder le film, mais on voyait qu'il était quand même, il semblait très fatigué dans plusieurs des scènes. Oui, il a l'air. Il y a certaines scènes, on dirait qu'il a les yeux morts. On dirait qu'il dort les yeux ouverts. Fait avec ce que tu nous expliques mais aujourd'hui... c'est ça qu'on comprend. Moi, je trouvais qu'il jouait bien l'hébétude adolescente. Oui, mais il l'est déjà. Il était très fatigué. Fait que c'est un tour de force d'avoir fait tout ça. Puis, peut-être en petit dernier élément que je disais, il connaît ses forces, il connaît toutes ses aptitudes, mais il répète donc bien souvent, j'avais quand même beaucoup de talent, j'étais capable d'amener de l'humour où il fallait, j'avais le rythme... Oui, il se vante un peu, mais c'est comme si c'était le Michael J. Fox de 63 ans qui regardait le Michael J. Fox de 23 ans qui disait... J'étais donc j'étais quand même donc pire. Lui de 23 ans, il était bon, là, puis c'est ça. C'est plus comme un parent qui le regarde puis qui se dit, j'étais bon, là. Parce qu'au final, je pensais, considérant que le rôle de Alex P. Keaton, c'était vraiment un super conservateur, trip sur Reagan, pis ci, pis ça. C'était pas fou pour un jeune de 23 ans de dire, je vais aller à l'opposé pour pas être vraiment encarcané dans un type de rôle, parce que à l'époque, c'était les années du gros, comparativement aujourd'hui, c'était quasiment de la social-démocratie, là. Mais c'était les grosses années du conservatisme, Ronald Reagan et tout ça. C'était pas fou qu'il casse son image, pour le meilleur et pour le pire. C'est sûr que dans tous les... Il en a payé le prix pareil, là. Voilà, alors pour les lecteurs intéressés par tout ça, je vous le recommande, c'était Future Boy, Retour vers le futur et mon voyage à travers le continuum espace-temps, par Michael J. Fox et Neil Thornton Berry au Talent Édition.
Alors, c'est paru en français le 9 février. Donc, quelques petits défauts, mais tu sembles avoir quand même eu beaucoup de plaisir à lire ce livre. Ça donne le goût de revoir le film.